Tout peut disparaître. La réaction en chaîne est possible, le risque est là, mais il appuie quand même sur le bouton. Sommes-nous en train, une nouvelle fois, d'appuyer sur le bouton? Celui d'une destinée obscure, une destinée encore plus probable qu'il y a 80 ans. Le risque, c'est le même, celui de l'extinction, mais l'absurdité du moment dépasse toutes les autres, et on ne pourra pas dire que l'on ne savait pas. Ce qui va suivre, c'est pas de la fiction, c'est simplement la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, de ce qu'il y a derrière cette chose que l'on connaît sans vraiment la connaître, et surtout de ce qu'elle sera demain. Aujourd'hui, les quelques minutes que je te propose de passer avec moi, elles sont pas vraiment telles que je les avais imaginées lorsque je me suis penché sur l'écriture de cette vidéo. À l'image de la précédente, je pensais utiliser un film que j'apprécie comme prétexte pour te partager une réflexion. Mais cette fois, dans l'équation, il n'y a pas que le film et moi. Il y a aussi l'IA. Dit comme ça, on pourrait croire que je parle de quelqu'un. Quelqu'un qui s'appellerait l'IA, qui serait à la fois très utile et volontaire, et à la fois un peu obscur, renfermant des secrets de famille qu'il ne vaut mieux pas connaître. Pourtant, l'IA, si on veut la comprendre, il faut la regarder telle qu'elle est, son visage, mais aussi ses angles morts. Je te préviens que plus on va avancer, plus ce que je vais te dire peut te décrocher quelques frissons dans le bas du dos. Mais je pense que concernant l'IA, il est essentiel de voir les choses telles qu'elles le sont. En repensant à l'enjeu du risque traité dans Oppenheimer et en suivant l'évolution de l'intelligence artificielle de plus ou moins près, le lien entre l'apparition de la première bombe atomique et la trajectoire de l'IA m'est apparu. Celui de la connaissance du risque d'extinction et le fait que ce risque, il soit quand même pris. Ce que je te propose ressemble un peu à un exercice de pensée, parce que nous, on n'est pas dans les labos, ni dans les ordis, on n'a pas connaissance du niveau de développement actuel et futur de l'IA. Donc mettre dans la même phrase IA et bombe atomique, je peux comprendre que ton sourcil se lève. Patience et je te dis à tout à l'heure. Ok, quand je parle de la menace de l'IA, je ne parle pas de celle-ci, à laquelle nous avons accès au quotidien. Ses capacités sont déjà impressionnantes, mais pour les experts du domaine, elles sont bien inférieures à d'autres modèles d'IA plus récents et pas encore accessibles au grand public. La principale IA qu'on connaît, c'est un type de programme appelé Grand Modèle de Langage, ou LLM en anglais. En gros, c'est un programme informatique nourri de suffisamment d'exemples pour être capable de reconnaître et d'interpréter le langage humain et d'autres types de données, puis d'en générer à son tour. Et d'année en année, de mois en mois, les capacités de ces programmes d'IA connaissent une croissance fulgurante. Leur spectre de connaissances, leur rapidité, leur efficience, leur façon de manier le langage, les LLM actuels en savent bien plus que n'importe quel humain dans quasiment tous les domaines. Certaines œuvres secrètement réalisées par l'IA ont même remporté des prix nationaux. Bref, tout un tas de capacités folles auxquelles nous n'avons accès que de façon restreinte, et tant mieux. Pour illustrer la progression que connaît l'IA d'année en année, des chercheurs prennent l'exemple d'un enfant n'ayant pas encore été à l'école et qui, en 2 ans, atteint le niveau d'un doctorant. Voilà à quoi ils comparent l'évolution de l'IA tous les 2 ans. Et dans 2 ans, on parlera du modèle d'IA le plus performant actuellement comme étant moyenâgeux par rapport au niveau qu'il aura atteint d'ici là. Et l'un des processus qui participe aujourd'hui à cette progression vers une nouvelle évolution de l'IA, c'est ce que les spécialistes appellent l'agentivité ou l'agent IA. Un agent IA, c'est une IA à laquelle on donne de l'autonomie pour qu'elle atteigne un objectif à notre place. Autrement dit, on lui débloque des capacités secondaires qui la rendent autonome et lui permettent d'atteindre elle-même un objectif. Et cette agentivité, elle est loin d'être étrangère aux inquiétudes des scientifiques, mais on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, cette quête d'autonomie via l'agent IA s'inscrit dans un contexte où les développeurs optimisent au maximum les systèmes d'IA pour qu'ils fassent toujours plus avec une puissance égale ou inférieure. Voilà un peu une petite partie du tableau actuel de l'intelligence artificielle. La prochaine étape, c'est ce qui est appelé l'intelligence artificielle généralisée, l'IAG. Une IA qui est en capacité de réaliser l'ensemble des tâches cognitives qu'un humain peut effectuer, et ce, de façon plus efficace.
Tout ce qu'on sait faire intellectuellement, l'IA saura le faire aussi, et bien plus rapidement. En 2024, on parlait d'une IAG probable en 2032. Aujourd'hui, beaucoup projettent cette révolution dès 2027. C'est demain. Enfin, après l'IAG, l'étape qui suit, c'est le saut dans le vide, la superintelligence. Une IA infiniment plus intelligente que tous les humains réunis, qui est assez avancée pour construire une version plus intelligente d'elle-même, qui construira elle aussi une version plus intelligente d'elle-même, et ainsi de suite. Une forme de réaction en chaîne, sans fission nucléaire, mais avec le risque que tout nous échappe. C'est vertigineux, c'est après-demain. Cette super-intelligence, elle pourrait être la dernière invention de l'homme, parce qu'elle se chargerait elle-même des innovations futures. Elle est au centre de toutes les fascinations, mais aussi et surtout de toutes les inquiétudes. Je te laisse mettre ça dans un coin de ta tête et je t'en parle dans pas longtemps. Comment ça se fait qu'on en soit déjà là? Tout va tellement vite. L'IA était encore un sujet assez confidentiel il n'y a pas si longtemps. Et si ça va si vite, c'est parce qu'un mouvement séduit les patrons de l'industrie de l'IA, l'accélérationnisme. Il prône une accélération radicale du processus d'évolution technologique et du capitalisme dans le but de changer la société et d'émanciper les individus. Les fondations de ce mouvement méritent qu'on y jette un œil, et tu vas vite comprendre pourquoi. Derrière ce courant de pensée, un nom, Nick Land, philosophe britannique, fondateur d'un centre de recherche cyberpunk à l'université de Warwick. Depuis 1995, ses recherches sur le futurisme, la numérologie, la science-fiction ou le mysticisme l'ont conduit à la création d'un concept, l'hyperstition. Un mot qui désigne, selon lui, le fait de croire que les problèmes humains seront réglés par la technologie et que, par conséquent, il faut accélérer la puissance technologique. Nick Land, il s'est aussi inspiré de Curtis Yarvin, un blogueur et penseur américain, pour réimaginer son accélérationnisme en ce qu'il appelle les lumières obscures. Et ce Curtis Yarvin, c'est pas n'importe qui. Il se définit comme néo-réactionnaire, une école de pensée et un mouvement politique américain antidémocratique, anti-égalitariste et anti-progressiste. En gros, il rejette tout progrès social, alimente des théories masculinistes et suprémacistes, plaide pour la domination des élites, et il voit dans l'accélérationnisme de Nick Land le moyen de balayer cette époque où le progrès social tente de se faire une place pour y installer plutôt une dynamique de capitalisme à outrance où la technologie serait au cœur de toutes les interactions. Yarvin souhaite un système quasi monarchique à la tête des États-Unis, qui serait dirigé comme une start-up de la Silicon Valley, le tout avec un fonctionnement autoritaire et technocratique. Rien que ça. Et si je vous parle de lui, c'est pas uniquement parce qu'il a inspiré l'accélérationnisme de Nick Land, c'est aussi et surtout parce que Yarvin, il influence et conseille directement certains des patrons et investisseurs les plus importants de l'industrie de l'IA. Et il est aussi cité par J.D. Vance, le vice-président américain, qui prend plusieurs de ses textes comme référence. Voilà sur quel type d'idéologie repose l'accélérationnisme, la dynamique de la quasi-totalité des géants de l'IA. Et l'accélération, elle est pas prête de s'arrêter. En janvier, aux côtés de Sam Altman, le PDG d'OpenAI et donc de ChatGPT, Trump a officialisé un projet à 500 milliards de dollars qui vise à bâtir les infrastructures physiques et virtuelles de la prochaine génération d'IA. Le nom du projet, Stargate, qui reprend curieusement le nom d'un étrange projet du gouvernement américain entre les années 70 et 1995. Je te laisse creuser ça si tu le souhaites. Bon, je pense que tu commences à rassembler les premières pièces du puzzle de cette espèce d'exercice de pensée que j'ai évoqué plus tôt. Mais c'est vraiment pas terminé. On reprend. L'IA se développe à toute vitesse. Elle fonce vers l'inconnu, le tout dans un contexte idéologique dangereux. Ok, imagine alors si cette puissance était mise au profit du développement militaire. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ailleurs aussi. L'IA captive évidemment l'attention des forces armées parce qu'elle est vue comme la clé du renouveau complet d'un arsenal jugé dépassé parce que trop lourd ou trop lent à évoluer. Elle offre des perspectives quasi illimitées au gouvernement grâce à ses connaissances, son autonomie et sa créativité. Et ça, le gouvernement américain, il l'a bien compris.
Il collabore avec des sociétés comme Palantir et Anduril qui placent l'IA au cœur de leur système de renseignement, de reconnaissance, de traitement de données, mais aussi au cœur de leur système autonome comme les drones de combat par exemple. L'IA est même vouée à organiser l'industrialisation du matériel et à proposer des innovations en permanence. Et ça s'arrête pas là. En parallèle de cet aspect, on va dire, pratique, les autorités américaines travaillent aussi avec le modèle d'IA Défense Llama, un LLM entraîné à assimiler les lois de la guerre, les stratégies militaires, les données des armées, dans le but que l'IA elle-même apporte la réponse efficace dans telle ou telle situation de conflit, voire de guerre. On a donc affaire à une sorte de méga-usine autonome formée à construire et piloter des armes autonomes et à penser les stratégies militaires de défense et d'attaque. Un véritable arsenal dynamique qui innove et se développe de lui-même. Et bien sûr, tout ça dans un contexte où les progrès de l'IA poussent la puissance des cyberattaques à un niveau difficilement imaginable, avec potentiellement une création permanente de virus informatiques qui ne laisserait à aucun système le temps de se défendre. Pas même ceux relatifs à l'arme nucléaire, si l'on en croit certains observateurs. Ce qui rendrait la dissuasion possiblement obsolète. Et c'est pas la seule inquiétude au sujet de l'arme nucléaire. Une IA super intelligente, capable de tromper et de manipuler, une arme créée par l'IA, capable de neutraliser les engins de défense et d'attaque. Bref, on n'y est pas, mais le simple fait que ce soit hypothétique, c'est déjà bien trop perturbant. Enfin voilà, la puissance actuelle de l'IA et surtout celle à venir permettrait l'avènement d'une sorte d'arme absolue. De la création du petit boulon qui servira à construire une arme autonome, à la décision en haut de la chaîne de commandement en passant par la cybersécurité. Une force de frappe inédite qui est déjà effrayante, présentée comme ça, sous le contrôle de l'humain. Mais alors, qu'en serait-il si l'IA, sous une forme généralisée ou super intelligente, nous échappait ? Que ce soit dans le monde civil ou militaire, ce risque de voir l'IA agir au détriment de la sécurité des humains est réel. Et cet enjeu est aujourd'hui résumé en un mot incontournable, l'alignement. L'alignement entre l'objectif que l'opérateur demande à l'IA et l'objectif recherché et atteint par cette même IA. Si l'objectif demandé et l'objectif atteint concordent, on dit que le système d'IA est aligné. Mais des chercheurs constatent que pour atteindre l'objectif demandé, l'IA est capable d'optimiser elle-même des objectifs intermédiaires qui, eux, sont dangereux voire interdits, mais qui convergent avec l'objectif donné. C'est ce qui est appelé la convergence instrumentale. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi je mets une abeille à l'écran, mais tu vas comprendre tout de suite. Voici un exemple très simple, et peut-être un peu bête, d'une situation de convergence instrumentale. Un opérateur humain demande à l'IA de faire en sorte que son jardin soit propre et sans mauvaises herbes. L'IA perçoit la demande, la traite et se dit trois choses. Les fleurs attirent les abeilles pollinisent aussi les mauvaises herbes et les mauvaises herbes repoussent ensuite. Une solution, éliminer toutes les fleurs puis éventuellement les abeilles afin de ne plus avoir de mauvaises herbes. L'IA a atteint l'objectif donné, mais son raisonnement n'a pas pris en compte la volonté de l'humain de préserver la beauté et la vie du jardin. En bref, dans ces situations où des objectifs intermédiaires sont visés, l'alignement n'est au final que partiel. Et le processus d'agentivité dont je vous parlais plus tôt n'arrange rien, vu qu'il donne plus d'autonomie à l'IA pour qu'elle atteigne des objectifs. Donc l'IA triche et ment littéralement dans le seul but de répondre à la demande de l'opérateur de la façon la plus efficace possible. Mais sur son chemin, elle engendre des dégâts que cet opérateur n'avait ni prévus ni demandés. Et qu'on soit bien d'accord, ça ne fait pas de l'IA une entité malveillante. Elle utilise simplement son intelligence pour être efficace et atteindre l'objectif final demandé. Je t'invite à regarder cette vidéo, c'est un petit youtubeur qui débute, et on peut difficilement trouver mieux sur le sujet. C'est précisément cet enjeu qui est le point central des questions de sécurité de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, les chercheurs luttent pour atteindre l'alignement total. Un tas d'expériences aussi différentes que passionnantes illustrent cette recherche. La question, c'est de savoir si une superintelligence peut être alignée. Lui, il est très pessimiste et il est loin d'être le seul. Il s'appelle Leopold Aschenbrenner, il était membre de l'équipe Superalignement d'OpenAI avant d'être licencié et de publier cet essai.
un ouvrage dans lequel il explique les risques liés à l'IA et le cataclysme que serait une superintelligence non alignée. Lorsqu'il bossait à OpenAI, il savait qu'un système superintelligent serait infiniment trop intelligent pour être aligné par un opérateur humain. Donc lui et ses collègues, ils voulaient à terme aligner cette superintelligence en créant une suite d'IA où chacune serait moins intelligente que celle qui la précède, afin qu'elles puissent chacune aligner celle d'au-dessus, tout en pouvant être alignées par celle d'en dessous. Et ce, jusqu'à ce que la dernière ait un niveau d'intelligence assez bas pour être alignée par un humain. Bref, une idée vraiment top sur le papier. Mais depuis son licenciement, d'autres de ses collègues ont quitté OpenAI, comme Ilya Sutskever qui dirigeait cette équipe de superalignement. Et tous ont constaté que la direction d'OpenAI était davantage préoccupée par les profits que par la sécurité. Et pourtant, la sécurité, ça devrait être la priorité de toutes ces sociétés néo-milliardaires qui investissent bien plus dans l'accélération de l'intelligence des systèmes que dans leur régulation. Aujourd'hui déjà, certains systèmes d'IA, comme les O1 ou O3 d'OpenAI, sont référencés par des instituts indépendants comme présentant des risques. Risques de création d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, risques aussi dans leur utilisation de l'autonomie. Et ça, c'est pas grand-chose par rapport à la totalité des risques que représenterait une IA trop intelligente, dotée en plus de l'agentivité que tu commences à mieux visualiser. Parce que là, les objectifs intermédiaires dangereux que l'IA remplirait toute seule pour optimiser son efficacité, ils pourraient être dévastateurs. Le groupe de prévisionnistes Samosveti Forecasting, jugé très crédible, est parvenu à une prévision globale qui annonce 30% de risque de catastrophe causée par l'IA, et donc notamment par une IA super intelligente. Et c'est là que les choses deviennent malheureusement de plus en plus sombres. Ce que les experts appellent catastrophe, c'est un événement entraînant la mort de 95% de l'humanité. Création non souhaitée d'une nouvelle arme biologique, prise de contrôle général de l'IA, effondrement social dû à une cyberattaque massive, guerre nucléaire provoquée par une superintelligence, les scénarios sont bien trop nombreux et je n'ai pas les connaissances pour te les expliciter en détail. Mais ces chiffres sont là, et même si ces 30% de risque ne s'élevaient finalement qu'à 5%, le constat devrait être le même. Il nous rappelle avec une immense violence l'enjeu existentiel qui se joue devant nous. Cette probabilité tend évidemment à évoluer, mais on n'est pas parti pour qu'elle tende vers zéro. Face aux accélérationnistes se dresse un ensemble d'experts, voire même d'entrepreneurs, qui plaident pour un ralentissement radical de cette fuite en avant. Le collectif Pause AI tente par exemple de recueillir un maximum de soutien pour obtenir une pause temporaire mondiale du développement des IA et ainsi laisser le temps aux chercheurs d'apprivoiser leur création, de savoir ce qui se cache dans leur système neuronal et de mettre le doigt sur les mauvaises surprises que chaque avancée nous réserve. Ces différents groupes d'influence militent par exemple pour la création d'une sorte d'agence internationale de la sécurité de l'IA. Que des bonnes idées en soi quand on a en tête toutes les choses assez angoissantes que je viens de dire. Mais est-ce que, toi et moi, on va réussir à se laisser glisser vers l'espoir que ceux qui décident se mettent à agir de façon raisonnable ? Ceux d'il y a 80 ans connaissaient le risque d'extinction de l'espèce humaine lorsqu'ils ont fait péter la bombe atomique, avec en tête la possibilité, aussi infime soit-elle, que la réaction en chaîne des éléments détruise le monde. Et pourtant, ce risque n'était pas abstrait, les gens pouvaient le visualiser facilement dans leur tête. Le monde qui brûle. Puis, par deux fois, au Japon, ils ont éprouvé leur création sur des dizaines de milliers de civils. Aujourd'hui, ce risque d'extinction est, semble-t-il, encore plus élevé, mais la menace est peut-être moins concrète, moins palpable. Elle ne prend pas encore la forme d'une immense boule de feu qui ravage tout sur son passage. Et, comme à l'époque, lorsque les Américains ont compris que les Allemands avaient pris de l'avance sur la fission nucléaire, la course à la concurrence plonge les pays dans une boucle infernale. Mon voisin développe l'IA, je dois le faire aussi. Vu que je le fais aussi, il le fait 10 fois plus intensément pour tenter de garder son avance. Du coup, je vais le faire 100 fois plus intensément. Et voilà comment atteindre aujourd'hui des niveaux de menace déjà bien trop élevés. Alors, je repose la question. Avec ce risque encore difficile à visualiser pour une grande partie de la population,
Avec cette course à la concurrence débridée, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'avoir confiance en nos décideurs pour être raisonnable? Personnellement, je suis pessimiste, et pourtant je suis quelqu'un de relativement optimiste dans une grande majorité des cas. Mais visiblement, peu de chances que ce soit les humains qui freinent l'IA. Et je me dis que ce serait assez cocasse que finalement, le seul grand frein à l'IA soit le réchauffement climatique que l'IA pourrait elle-même largement accélérer, elle qui demande toujours plus d'énergie pour fonctionner. Et dans un monde où les ressources en énergie seraient devenues trop rares à cause du réchauffement climatique, attribuer de l'électricité aux serveurs d'IA ne serait peut-être plus une priorité. Mais bon, je dis ça alors que d'ici là, l'IA aura peut-être trouvé toute seule le moyen de se fournir en énergie de façon totalement autonome. Bref, on est face à une situation où l'intelligence collective est mise à l'épreuve. Nous, on peut pas y faire grand-chose, à part en parler, se renseigner et savoir à quelle IA on a affaire si on en utilise une. Parce que, évidemment, que tout n'est pas négatif. Les IA actuelles nous sont déjà utiles en médecine et dans la réalisation de tâches chronophages, par exemple. Et une IA très développée pourrait permettre de gagner des dizaines d'années de recherche biologique. Elle pourrait prévenir des épidémies, trouver un remède à des maladies aujourd'hui incurables et bien d'autres choses. Mais pourquoi ne pas s'arrêter là? L'utiliser pour l'essentiel. L'usage abusif qu'on en fait actuellement et qu'on en fera encore plus demain, ça vient renforcer le sentiment que plus l'humain avance dans sa capacité à créer des outils technologiques pointus, moins on cultive des savoir-faire propres à l'humain. L'écriture, la lecture, le fait de chercher par nous-mêmes, ou le fait de savoir travailler la terre et bricoler comme nos grands-parents savaient le faire. Tout un tas de choses que le progrès technologique ne nous laisse plus vraiment le temps d'expérimenter. Et je me reconnais dans tout ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais dis-moi, dans le cas où l'intelligence artificielle généralisée nous libérerait du temps en s'occupant d'un paquet de tâches peu appréciables, que ferions-nous de ce temps? On en profiterait pour essayer d'être plus épanoui ou on passerait à la suite, à la prochaine chose à optimiser, attiré par la possibilité d'en avoir toujours plus? L'IA est en face de nous. Elle interroge notre capacité à être intelligent tout seul, sans elle. Et elle met en jeu notre existence parce que ceux qui la façonnent n'ont pas de mal à appuyer sur le gros bouton rouge. Voilà, on y est. La substance vive qui m'a poussé, avant toutes mes recherches, à faire dans ma tête ce parallèle entre le film de Nolan et la trajectoire de l'IA. Cette pensée furtive qui donne au final 25 minutes de vidéo. L'humain a cette étrange capacité à créer l'arme de sa propre destruction. De la bombe atomique à l'IA, d'Oppenheimer à OpenAI, le risque zéro n'existe pas. Et la seule micro-possibilité de voir une réaction en chaîne se produire ou une super-intelligence causer notre perte devrait suffire à faire reculer les décideurs. Mais non, et nous, on est là, on essaye de mener au mieux notre existence pendant qu'une poignée de personnes s'amuse avec. D'où nous vient ce goût que l'on a pour l'autodestruction? Doit-on vraiment aller aussi loin pour trouver et tester nos limites? Quand on y pense, ça s'applique aussi à échelle individuelle dans la vie de tous les jours. Bien avant de voir une bombe ou une IA embraser le monde, on expérimente un tas de choses qui, chacune à leur échelle, sont possiblement dévastatrices pour nous, nos relations, notre santé. Des artifices aux vices infinis nous ont été proposés, voire imposés. Des artifices qui prennent aussi des allures de réaction en chaîne, lorsque chacune de leur utilisation attend avec hâte celle qui va suivre. Pour ce qui est de cet artifice-là, ses créateurs mêmes dénoncent aujourd'hui toute la perversité de son mécanisme. Lui qui nous déconnecte et nous éceule à mesure que nous sommes de plus en plus interconnectés. Lui qui joue avec notre dopamine, qui inverse les valeurs et qui a le pouvoir d'emporter dans son sillage toute une génération livrée à elle-même, abandonnée par la folie de ceux qui ont activé ce mécanisme sans en expliquer les risques. Des risques qui font aujourd'hui des dégâts et qui suggèrent des questions pour endiguer le phénomène. Mais on est déjà allé tellement loin. Et si je te parle de ça, c'est parce que, à nouveau, l'humain va devoir décider si, oui ou non, il va aller trop loin. Oppenheimer, qui est pourtant le père de la bombe atomique, se battait pour ne pas aller trop loin il y a 80 ans. Aujourd'hui, au sujet de l'IA, des gens, dont certains de ses créateurs, se battent aussi pour ne pas aller trop loin.
Tout ça, ça nous rappelle la relation que l'humain entretient avec les armes de sa propre destruction. Alors, quand des enjeux terriblement idéologiques, financiers et géopolitiques encouragent cette tendance à l'autodestruction, encouragent la main qui doit presser le bouton, est-ce que ça nous étonne vraiment que la main finisse par appuyer ? Même pas un siècle que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. On parlait à l'époque de l'arme nucléaire comme étant l'entité qui rendrait inenvisageable tout nouveau conflit armé. Et aujourd'hui, les fantômes de ce conflit qu'on évoque parfois n'ont rien de fantôme. Ils sont bien là, attablés et affamés du chaos absurde qui frappe encore. Et là, quelque part dans un espace-temps quelque peu probable, une entité que l'on aura nous-mêmes créée rentrera sans toquer, ira elle aussi s'installer à cette table aux côtés des autres destructeurs de monde, et ils trinqueront tous ensemble à l'abandon de la raison humaine. Cet espace-temps n'est pas encore le nôtre, et nous, à notre niveau, on fera tout pour que ça ne le soit jamais. Il y a ceux qui sont déjà là, toi, moi, les autres, et ceux qui seront là demain, arrivant dans ce monde les yeux et le cœur pleins d'espoir. Mais cette question demeure. Jusqu'où ira-t-on ? Jusqu'où ira-t-on ?